Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la web radio du 21 mai. Ce soir, notre sujet, quand même un sujet intéressant et parfois épuisant en copropriété, puisqu'on va discuter de la quérulence et des abus de procédure en copropriété divise. Alors, j'ai l'honneur d'animer la web radio Valérie Couture de Condo Stratégiste. Je suis aussi accompagnée ce soir de deux avocats du bureau d'LJT, dont un que tout le monde connaît, Maître Yves Papineau, avocat émérite, médiateur civil et associé chez LJT depuis plusieurs années. Bonsoir, Maître Papineau. Soyez poli. Bonsoir, Madame Couture. Vous allez bien, Maître Papineau? Ça va toujours bien. Super. Et Maître Papineau est accompagné d'un de ses collègues, Maître Olivier Charbonneau, qui est aussi avocat en copropriété et en immobilier. Maître Charbonneau est barreau 2023. Donc, il pratique depuis 2 ans et demi, particulièrement en copropriété. Donc, bonsoir et merci, Maître Charbonneau, d'être avec nous. Bonsoir, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, ça fait plaisir de commanditer la web radio de la soirée de Condo Stratégiste. Je vous rappelle toujours que les commandites des web radios servent à l'organisation, à la participation de Lanceny du RGCQ, de Gabriel aussi du RGCQ et du Condo Légal. Donc, merci de nous permettre de commanditer et de pouvoir tout le temps poursuivre les web radios et Condo Légal, alimenter le site où vous pouvez poser des questions et recevoir des réponses des professionnels dont Maître Papineau, à l'occasion, va répondre à des demandes sur Condo Légal. Notre partenaire de la soirée avec la technologie, c'est le RGCQ. Je vous rappelle que ça peut être très intéressant d'être membre comme syndicat ou comme copropriétaire, puisque vous avez accès à des formations très pertinentes dans toutes les sortes de sujets et c'est peu cher ou même gratuit à l'occasion. Donc, on vous invite et vous allez recevoir énormément d'informations toujours à la fine pointe. Donc, nous poursuivons la soirée et ma première question, je la lance à Maître Papineau ou à Maître Charbonneau. En fait, pour bien comprendre le sujet ce soir, il faut comprendre que la quérulence en copropriété, puis vous me corrigez si je fais fausse route, mais c'est surtout vécu de la part de certains copropriétaires qui manifestent des comportements à outrance, si on peut dire le terme, et il y a quand même des points spécifiques. Alors, je vous invite à répondre selon votre idée, mais comment on vit ça en copropriété, des quérulents? Donc, essentiellement, ce qui est important de se rappeler, c'est que la quérulence, ça a certains traits. On a certains indicateurs qu'on fait face à quelqu'un qui est une personne quérulente. Notamment, ces types de personnes-là vont avoir tendance à ils vont avoir de l'opiniâtrie, ils vont avoir du narcissisme. Généralement, c'est des gens qu'on va retrouver plus en demande qu'en défense. Donc, c'est des gens qui ont plus tendance à introduire des recours à l'encontre du syndicat, des copropriétaires, de gestionnaires. Qu'est-ce qui est important de voir aussi, c'est que ces personnes-là multiplient leurs recours. Donc, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas réussi une première fois qu'ils ne vont pas le retenter une deuxième, troisième, quatrième fois. Parfois, ils essaient de modifier un peu les termes entre chacun de leurs recours, mais essentiellement, ils ne lâchent pas prise tant et si longtemps qu'ils ne réussissent pas à obtenir ce qu'ils veulent. Également, ce qui est important, ou du moins on remarque régulièrement, c'est que ces personnes-là se représentent souvent seules. Donc, ce ne sont pas nécessairement représentés par avocat, donc rédigent eux-mêmes la procédure, vont faire leur propre plaidoirie. Ça donne qu'ils n'ont pas nécessairement le bagage juridique pour introduire un recours qui est fondé à sa face même. Une des raisons aussi pourquoi ils sont représentés par eux-mêmes, c'est que souvent les avocats ne veulent pas instituer les procédures qu'ils demandent parce que la procédure n'a pas de sens. Je vous donne un exemple. On a vécu ici au cabinet où une dame a poursuivi un des avocats du cabinet, l'avocat qui la représentait avant, l'avocat qui représentait le syndicat dans l'autre dossier, et je pense qu'il y avait 4 ou 5 avocats
en plus de faire des commentaires contre le greffier, alors ces gens-là, là, ils s'en prennent à tout le monde et c'est pour ça que c'est un peu difficile pour un avocat d'aller dire on va aller prendre des procédures contre tout le monde et souvent des procédures qui, à la face même, apparaissent comme étant mal fondées, là. Maître Papineau, si je peux poser une question sur ce que vous venez de dire, est-ce que un avocat doit, si le client lui demande d'introduire une procédure, est obligé de la prendre ou il y a le choix de décider ou non? Là, peut-être qu'elle est trop pointue ma question, mais en principe. Non, mais Madame Couture, le principe, c'est que si le client vous demande de vous lancer en bas du pont, vous n'irez pas là. Et vous savez, des fois, on reçoit des procédures. Cette semaine, j'ai un administrateur d'un syndicat qui a reçu une procédure de 10 millions en dommages parce qu'il a pris une procédure contre le promoteur qui a mal construit l'immeuble, etc. Tout le monde qui a regardé la mise en demeure, on dit, c'est qui l'avocat qui a fait ça? OK. Vous savez, poursuivre un des 5 administrateurs, au moins tu poursuis les 5. Tu n'en poursuis pas juste un. Puis 10 millions, c'est pas tous les administrateurs qui ont 10 millions pour payer des dommages. Alors peut-être que 10 millions est un petit peu exagéré pour pas dire plus. Alors, dans ce temps-là, on se pose des questions, puis on dit pourquoi l'avocat fait ça, alors que c'est tellement gros que ça n'a pas de sens. Si je peux me permettre de prendre la balle au bon, notre code de déontologie prévoit spécifiquement, je vous réfère par exemple à l'article 41, que l'avocat ne doit pas permettre, lorsque le recours est abusif ou qui est mal fondé, on doit avoir une retenue, mais aussi une indépendance professionnelle. Donc, si on a un plaideur quérulant qui vient vers nous voir avec une telle demande, on a une obligation déontologique de dire qu'on ne prendra pas le dossier, qu'on va refuser cette personne-là sur cette base-là. OK. Mais moi, je suis administrateur d'un syndicat, par exemple, et j'ai quelqu'un qui m'écrit des missives, on va dire des lettres, et c'est facile pour quelqu'un d'envoyer une lettre recommandée à la poste que le syndicat doit aller chercher la plupart du temps. Pas de ce temps-là, là. Non, mais avant vendredi. Avant vendredi. Mais somme toute, ce que je veux comprendre, c'est que avant que ça se rende aux tribunaux, il va y avoir probablement de l'acharnement de la part d'un quérulant à faire des lettres et des lettres parce que le syndicat doit répondre. Peu importe qu'elle arrive comment, la lettre, le syndicat doit-il répondre? Vous savez, doit-il répondre? Il n'y a pas de réponse magique à ça, mais il y a une chose qui est certaine. Ces gens-là se nourrissent de conflits. Alors, si vous leur répondez, évidemment, vous ne leur direz pas qu'ils ont raison. Alors là, ils vont vous écrire pour vous dire que vous n'avez pas raison. Et là, ils vont repartir. C'est un peu comme mettre de l'huile sur le feu. Alors, est-ce qu'on doit leur répondre? Généralement, oui, mais quand on voit que ça n'a plus aucun sens, on ne répond pas, puis on leur dit, écoutez, on ne vous répondra plus, c'est fini, faites ce que vous avez à faire, parce qu'autrement, ça ne finira plus là. Donc, ça, c'est un bon point de dire, bon, peut-être pas la première fois, parce qu'on va dire, la situation commence à un moment donné. Des fois, on est plus ou moins surpris, mais à certains moments, les syndicats sont un peu pris par surprise. C'est peut-être un nouveau copropriétaire ou quoi que ce soit. Et par la suite, donc, le syndicat peut se permettre d'aviser le copropriétaire qu'on ne donnera pas suite à cette demande-là. Même s'ils reviennent, on ne donnera pas suite à votre demande, etc., etc. Donc, c'est un moyen de départ pour le syndicat de manifester qu'ils considèrent, à tort ou à raison, qu'ils ne donneront pas suite. Effectivement, il faut à un moment donné arrêter parce que ces gens-là n'arrêteront pas. Et ce que je dis toujours, c'est que psychiatriquement, ces gens-là, ils cherchent le litige, ils cherchent la chicane. La journée que vous ne répondez pas puis que vous les laissez faire, ils sont désemparés puis ils vont là ailleurs.
tant pis pour les autres qui sont ailleurs, là, mais il Ouais. ne faut surtout pas mettre de l'huile sur le feu et leur répondre. On perd notre temps de toute façon. On n'aura jamais raison. Et à tout événement, n'oubliez pas que vous n'êtes pas nécessairement devant le forum approprié. Il n'y a pas un arbitre ou un juge en ce moment qui va, dans vos échanges, qui va dire que vous avez raison au moment qu'il envoie sa lettre. Si jamais il y a quelqu'un qui a tranché, ça va être quelqu'un qui va avoir les connaissances, les compétences et surtout le titre approprié. Donc, de commencer à argumenter avec ce copropriétaire-là ou cette personne qui est rulante-là, vous perdez possiblement votre énergie pour rien. OK. Puis là, est-ce que je peux me diriger, par exemple, une des procédures qu'un quérulant peut entreprendre, c'est la Cour des petites créances. Et là, le syndicat doit se représenter seul. Fait que c'est de l'ouvrage pour les administrateurs. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Est-ce que vous accompagnez des gens dans la préparation de leur dossier? Mais on envoie des gens qui n'ont pas de connaissances, obligés de se défendre contre un quérulant. Vous savez, et là, la Cour du Québec, division des petites créances, ne m'aimera pas beaucoup. Un des problèmes de la Cour des petites créances, c'est exactement ce que vous venez de dire. Souvent, la personne, qu'elle ait raison ou pas, elle n'est pas en mesure de se défendre. Ce qui fait, puis là, je sors un peu de notre sujet, mais pour donner un exemple et une image, souvent, si vous allez contre la Ville de Montréal, la personne qui représente la Ville de Montréal a beau pas être avocate, mais c'est sa 402e cause qu'elle a. Ouais. Elle a un petit peu plus d'expérience et de connaissances que vous. Alors, le quérulant, lui, sa lecture de chevet, c'est le code civil, c'est le code criminel, c'est les décisions des tribunaux qu'il interprète à sa façon, qu'il comprend à sa façon. Alors, quand vous arrivez devant le tribunal contre lui, si vous n'êtes pas préparé, vous avez un problème. Nous, on le fait dans beaucoup de dossiers, aider les syndicats à répondre, à faire une défense, tout ça, mais le code de procédure ne permet pas aux avocats d'être présents, à moins d'exception. Alors, effectivement, c'est un problème parce que le quérulant, souvent, il y a plus de connaissances de droit que même certains avocats. Alors, quand vous arrivez là, pas préparé, en se disant, le gars n'a pas d'allure, puis ça n'a pas de sens ce qu'il demande, On se fait prendre. il faut être préparé. Oui, vous avez raison. OK. L'autre chose qui est important, on a parlé qu'on a 12 critères. Je pense que ce serait important, Maître Charbonneau, si vous nous rappeliez les 12 critères. Comme mentionné tantôt, j'avais commencé un peu avec les traits. C'est des traits ou c'est pas nécessairement des critères. C'est des caractéristiques qu'on a tendance à voir chez ces individus-là. Comme je mentionnais tantôt, il peut avoir du narcissisme, va surtout être en demande qu'en défense, multiplier les recours vexatoires. Souvent, il va réitérer les mêmes questions par des recours successifs devant différents tribunaux. Donc, comme vous le voyez à l'écran, c'est exactement ces critères-là que vous voyez. Ça représente seul. Les échecs répétés, ça ne va pas nécessairement l'empêcher de se réessayer contre devant d'autres instances. Et vous pouvez constater aussi dans les réclamations, si vous regardez dans les derniers critères, les condamnations monétaires disproportionnées ou démesurées. Une réclamation, comme mentionné tantôt, de 10 millions, ça doit être un gros préjudice pour réclamer 10 millions. Le dommage doit être assez important. Donc, c'est des critères qui peuvent guider les tribunaux à voir si oui ou non la personne est quérulente. Mais il ne faut pas oublier que la quérulence, c'est un niveau assez élevé d'abus, puisque avant de se rendre à la quérulence, on a quand même des abus qui existent. Par exemple, un recours qui est mal fondé ne nous rend pas pour autant quérulent, comme que généralement le quérulent, lui, a plusieurs recours qui ont été abusifs. Maître Charbonneau, vous parlez d'un recours mal fondé. Pouvez-vous, pour nos auditeurs, peut-être donner un exemple simple d'un recours mal fondé qui n'est pas considéré comme de la quérulence? Si on introduit un recours en absence de preuve, donc j'ai introduit mon recours, ma demande en justice, aucune preuve à l'appui de mes propos, de mes allégués, on va dire, comme certaines personnes disent souvent, c'est ma parole contre la parole de l'autre personne. Mais si on introduit un recours avec seulement des témoignages, on a une marge qui est très haute
à parcourir. Mais la querulence, Mme Couture, c'est aussi le nombre de procédures. Tout le monde a le droit d'aller à la cour puis de donner sa version des faits et le tribunal décidera si vous avez raison ou pas. C'est pas d'être quérulent. Ce qui est quérulent, c'est quand vous êtes le seul à avoir le pas dans la parade et que vous poursuivez le syndicat ou les autres copropriétaires 20 fois, dont 10 sur le même sujet, pour des montants qui n'ont pas d'allure, puis avec des faits qui n'ont pas d'allure non plus. Il y a des plaideurs quérulents qui vont dire « tout le monde est contre moi dans le syndicat ». Ça, c'est déjà un signe qu'il y a un problème. C'est un signe. Et si je peux me permettre, Oui. par exemple, dans la décision Brousseau contre Ville de Montréal, mais l'approche que le tribunal adopte, c'est la globalité. Il ne regarde pas simplement un petit événement isolé, ils vont regarder le caractère, vraiment, est-ce qu'il y a des habitudes, une façon de faire. Donc, la quérulence, comme j'ai mentionné, c'est vraiment une gravité dans le nombre d'abus ou le nombre de recours intentés. OK. Là, vous venez de parler dans un dossier avec la Ville de Montréal, mais il doit y en avoir des dossiers au niveau de la copropriété parce que c'est quelque chose qui, comme gestionnaire, j'ai déjà vu à plusieurs reprises, etc. Mais est-ce que les tribunaux comprennent, je vais prendre le terme, c'est peut-être pas le bon terme, mais comprennent rapidement que la personne, elle est excessive avec ses administrateurs, son syndicat ou peu importe, une personne ou le CA qui est visé. Est-ce qu'il y a, puis là je vois Maître Papineau rire un peu, mais est-ce qu'on commence à mieux comprendre cette situation-là? Parce que il me semble pour moi que c'est en augmentation, mais... C'est parce que vous dites, est-ce que les tribunaux comprennent bien? Les tribunaux comprennent toujours bien, Mme Couture. Et je vais vous à dire... mon goût. À votre goût, peut-être. Mais sérieusement, tu t'en aperçois à la lecture de la procédure. Quand tu vois que la personne poursuit tout le monde et que c'est la faute de tout le monde sauf lui, quand tu t'aperçois que la personne est rendue à son 6e dossier à la cour, relativement à peu près aux mêmes choses ou relativement à ce qui ne fait pas son affaire dans le syndicat, tu t'en aperçois qu'il y a un problème, là. Et ces gens-là, au lieu de s'assagir avec le temps, ils empirent. Alors, est-ce que les tribunaux le constatent? Oui. Le problème, et peut-être le suivant, c'est qu'il y a de plus en plus de copropriétaires ou de citoyens qui instituent eux-mêmes des procédures judiciaires parce qu'ils n'ont pas les moyens ou considèrent que ça coûte trop cher et les procédures sont mal rédigées, mais ça ne veut pas dire que c'est quérulent. Quelqu'un qui a une procédure qui ne gagne pas devant le tribunal, ça se peut. Comme disait M. Charbonneau, il a mal présenté sa preuve, il n'y avait pas de témoin, c'est correct. C'est pas ça le problème d'être quérulent. Le problème d'être quérulent, c'est de poursuivre tout le monde pour n'importe quoi, n'importe quand, et jamais être content. Et en plus, quand il perd sa cause, ben le juge est rendu chum avec le syndicat, les copropriétaires, puis même le greffier, puis le gars qui fait photocopie de jugement au palais de justice, là, tout le monde est contre lui, là. Okay? Alors, oui, les tribunaux réussissent à le voir. On en voit de plus en plus parce que les gens disent, j'ai pas les moyens d'aller voir un avocat, donc je me représente seul. Mais quand ils vont voir un avocat, puis qu'on leur dit, écoutez, vous n'avez pas de cause, généralement, ils comprennent. Mais un quérulent, ça ne le dérange pas. Au contraire, il est mieux le faire tout seul parce que ça va être mieux fait. Ça va être à son goût. Le quérulent peut le percevoir aussi comme un demandeur en série dont les demandes sont abusives. Le quérulent, c'est vraiment, il faut qu'il y ait la répétition. Donc, si ça arrive juste une fois, comme Mme Papineau a mentionné, mais peut-être que sa demande est abusive, il peut peut-être être condamné à des dommages et intérêts, mais le statut de quérulent, c'est vraiment, on est étampé puisqu'un registre de ces gens-là, on a vraiment étiqueté quérulent
et chaque demande, il y a des conséquences, doivent être, par exemple, autorisées, on peut avoir une caution à mettre. Donc, ça devient vraiment un titre qui nous suit une fois qu'on est vraiment quérulant. OK. Puis, est-ce qu'on parle de limiter le droit de contester? Est-ce que ça arrive, ça? Est-ce que ça fonctionne dans le day-to-day? Ben, ce que vient de dire Olivier, c'est ça, c'est qu'une personne qui est quérulente, une fois qu'elle a obtenu ce titre honorifique ou Honorifique? moins honorifique, elle n'a plus le droit d'instituer des procédures, sauf avec l'autorisation du juge en chef de la Cour. Alors, si elle est déclarée quérulente en Cour du Québec, elle ne pourra pas instituer des procédures, ne pourra pas faire quelque procédure que ce soit sans l'autorisation du juge en chef. Alors, ou de son représentant, mais le juge en chef, s'il constate que la procédure a du sens, dans un autre ordre d'idée, va lui permettre. Autrement, ces gens-là sont dans le registre et les employés de la Cour n'ont pas le droit de recevoir la procédure et il n'y aura pas de dossier de cour parce qu'ils sont étiquetés quérulents. Donc, la première procédure qui serait déposée officiellement à la Cour et que la personne aurait été reconnue comme quérulent pourrait être bloquée déjà là, à moins que ce soit, comme vous l'avez dit, un autre dossier complètement, puis ça pourrait faire du sens. C'est ça que je comprends. Et avec l'autorisation du juge en chef. Du juge en chef, pas n'importe lequel. Ou son représentant. OK. Et ce que je veux dire, c'est qu'une fois que tu es déclaré quérulent, tu ne peux pas, comme vous et moi, aller à la Cour déposer une procédure. Elle va être refusée. Ça prend l'approbation. OK. Admettons qu'on a une situation où le syndicat a une déclaration de copropriété qui n'est pas récente, comme il y en a plusieurs, et qui n'ont pas de règlement sur les frais extrajudiciaires. Est-ce que, je vais juste pousser ma question, puis on va pouvoir échanger là-dessus. Est-ce que c'est une bonne idée pour le syndicat de passer un règlement pour, écoutez, pour arriver au fin que la personne elle-même, en plus de payer ses frais, de payer celle du syndicat, advenant un gain de cause du côté du syndicat? Vous savez, si vous allez décider de sauter en bas d'un avion et on vous donne la possibilité d'avoir un parachute, même si l'avion ne vole pas haut, peut-être que le parachute est une sécurité supplémentaire intéressante. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Même si l'avion est très bas, vous pouvez sauter dans l'eau si vous le souhaitez. Oui, il y a de l'eau en bas, mais ultimement, si vous avez une protection supplémentaire qu'on peut se doter, je pense que le syndicat devrait se prévaloir des mécanismes qui sont prévus par la loi, notamment les clauses d'honoraires extrajudiciaires. Mais il n'y a pas de raison, Mme Couture. Vous m'avez entendu le dire à plusieurs reprises et tous nos fidèles aussi, là, nos fidèles auditeurs, il n'y a pas de raison de ne pas avoir cette clause-là dans notre déclaration de copropriété. Par contre, pour revenir exactement à votre question, si on décide d'adopter les clauses pénales, ça va compter à partir de la journée que c'est adopté. Ce n'est pas rétroactif. Alors, tout ce qui aurait été fait avant, ça ne comptera pas. Alors, et souvent, là, les gens nous regardent, les avocats disent de faire ça pour diminuer les frais du syndicat. Oui, parce que c'est une bonne idée, c'est une bonne chose. Vous savez, les avocats, en tout cas chez nous, on a de l'ouvrage assez qu'on n'a pas besoin de demander des dossiers qui n'ont pas d'allure et des choses inutiles. Alors oui, ces clauses-là, faites-les voter. Et c'est la meilleure protection parce qu'encore aujourd'hui, j'ai écrit à un copropriétaire que vous ne respectez pas la déclaration et si on prend des procédures, vous allez avoir à payer les frais du syndicat. Ça, dans la tête de quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, là, mais quand tu parles d'argent, ils comprennent. Ça shake un peu. Et ultimement, lorsque on dit le syndicat, il arrive avec une situation que les copropriétaires ne respectent pas la déclaration, mais avant d'introduire une procédure que ça va coûter des frais à tout le monde, l'absence de cette clause-là, ça va jouer dans la balance. Contrairement à que lorsque vous avez cette clause-là et que vous voulez faire respecter la déclaration, par exemple dans certains dossiers qui ont été publiés pour le cannabis, pour le bruit, pour les nuisances, mais lorsqu'on a la clause honoraire,
mais on ne va pas pénaliser les copropriétaires pour faire respecter la déclaration. On va au moins récupérer possiblement cet argent-là du copropriétaire fautif. Si Très vous, bien dit, M. Charbonneau. vous avez lu, Madame Couture, je suis certain, le dernier Condo Liaison. Il y a un article où Philippe Gagnon-Marin, notre Bien sûr. bureau, a gagné un dossier où la dame, finalement, ça va lui coûter environ 120 000, la modique somme de 120 000 tout compté, les frais d'avocat, les pénalités, etc., etc. Là, elle a inscrit en appel, mais c'est son droit, mais le résultat, on s'en doute. Mais tout ça pour dire, cette dame-là, je pense pas qu'elle va recommencer après. À 120 000 plus les frais de la cour d'appel, plus tout ça, premièrement, elle va peut-être être obligée de vendre son appartement puis aller se louer un appartement. Alors, elle ne va pas être là pour déranger dans une copropriété à l'avenir. Tout à fait. Mais je sais, tantôt, vous avez dit qu'on le dit souvent, nos auditeurs l'ont entendu, mais je pense que c'est important aussi en fait, qu'on dit qu'il faut mettre un règlement en place qui est inexistant dans votre déclaration, mais c'est que vous l'avez bien dit, c'est pas le temps d'attendre que le chaudron déborde pour avoir des moyens de contrôler l'incendie. C'est juste qu'il y a des coûts attachés à une réglementation de la sorte. Donc, on passe un règlement dans la première partie de la déclaration, mais il arrive une situation, puis on a remboursé notre argent, et M. Charbonneau l'a dit tantôt, c'est qu'on a un outil pour permettre de régler bien d'autres non-respects de la déclaration qui ne s'en vont pas nécessairement en dossier de quérulence ou quoi que ce soit. Là. Vous savez, Mme Couture, quand le défendeur ou quand le copropriétaire qui ne respecte pas la déclaration va voir son avocat et il se fait dire, là, tu vas avoir à payer mes frais. Et si tu perds ta cause, tu vas payer ceux de l'autre avocat aussi. Déjà que le copropriétaire trouve que son avocat lui coûte cher, mais là, quand il faut qu'il paye 2 fois, souvent, ça aide à régler le dossier. On a une petite question tout de suite que je vais prendre de Mme Marielle dans le question-réponse. Si un copropriétaire vise constamment les mêmes administrateurs dans ses recours, est-ce que ceux-ci peuvent obtenir des dommages et intérêts personnels distincts de ceux du syndicat? Effectivement, parce qu'ils ont des dommages distincts de ceux du syndicat. Alors, ils auront à faire la preuve de leurs dommages devant le tribunal, mais le syndicat n'a pas nécessairement les mêmes dommages que les administrateurs peuvent avoir. Effectivement. OK. On a une autre question de M. Denis. Je suis président de notre syndicat depuis 18 ans. Ben, bravo, puis merci de vous impliquer parce que c'est pas toujours simple, M. Denis. Un copropriétaire qui est là depuis quelques années envoie chaque semaine, je l'aime votre question, des dizaines de courriels et met presque toujours en copie CC, donc visible, les autres copropriétaires, pour contester les décisions du CA. Jusque-là, j'ai hâte de voir ce que nos avocats vont répondre. Il invoque des articles du Code civil, menace régulièrement de poursuites envers nous tous. Il affiche même sur les étages des flyers pour documenter ce qu'il prétend de dérive autoritaire de ma gestion. Une procédure judiciaire a été intentée, 3 petits points, puis retirée avant l'audition. Peut-on obtenir une ordonnance encadrant ces communications, courriels et écrits entre parenthèses? Est-ce que ce serait une atteinte à sa liberté d'expression? Point d'interrogation. Merci de vos explications. Quelle belle question, M. Denis. Merci. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler? C'est que oui, le copropriétaire a un droit de parole, de s'exprimer, mais les droits d'un s'arrêtent ou que les droits d'un autre débutent. Dans la mesure que si ces communications sont innombrables, sont persistantes et qui viennent à entraver la bonne gestion du syndicat, on a là une atteinte qui n'est peut-être pas légitime. Il ne faut pas oublier que le Code civil prévoit que les droits doivent être exercés de bonne foi. Donc, c'est sûr que s'il exerce ses droits et nuit aux droits d'autrui, il y a peut-être là lieu d'avoir une réclamation en dommages et intérêts
pour son comportement qui déroge à ce principe. Également, lorsqu'on a un copropriétaire qui fait comme monsieur, à publier des avis, de faire peut-être même, on pourrait dire, entre guillemets, une propagande, on pourrait porter à l'atteinte à la réputation d'autrui. Et ça aussi, c'est un droit qui est protégé et que ces communications-là ne sont peut-être pas sollicitées. Il y aurait lieu de demander possiblement une injonction pour l'interdire de les mettre et lui demander de les retirer. Donc, dépendamment de ce qui est mentionné, mais en apparence, lorsqu'on entend une situation comme ça, on peut voir que le droit semble être assez excessif considérant les enjeux. Donc, si jamais il veut contester les règlements, le Code civil est clair sur les mécanismes de contestation d'une décision du conseil d'administration, de contestation des décisions de l'Assemblée. Donc, si monsieur veut contester, au lieu de faire une campagne, devrait recourir aux mécanismes qui sont prévus par la loi et évidemment, en s'assurant que son recours soit bien fondé. Autrement, il y a des beaux mécanismes pour réclamer de l'argent dans ce cas-ci. Vous savez, ça, c'en est un exemple, Mme Couture, d'une personne qui est quérulente. Oui. Alors, premièrement, il se représente tout seul. Ben, je suis premièrement dans l'ordre des désordres, là. Deuxièmement, c'est 10 courriels par jour depuis des années. C'est quelqu'un qui a un plaisir à temps plein à emmerder les autres. Ces gens-là, malheureusement pour le syndicat, moi, ce que je conseillerais à monsieur, c'est faites des procédures pour que monsieur arrête de vous inonder. Premièrement, vous le barrez sur votre Internet, sur vos courriels, et vous ne répondez plus. Il va les envoyer à tous les autres, il les enverra aux autres, mais c'est pas agréable de dire on va aller dépenser de l'argent chez l'avocat, là, mais regardez, il faut que ça arrête, là. Tu n'as pas besoin de ça dans ta vie, d'avoir une personne qui t'emmerde à temps plein alors que tu es bénévole. Peut-être qu'il peut avoir raison sur certains points, mais c'est un petit peu excessif la façon qu'il agit. Tout à fait. Et je trouve ce que M. Denis exprime, on le voit pas régulièrement, mais on le voit trop souvent en copropriété. Je ne sais pas comment ils ont d'unité dans son syndicat, mais vous l'avez bien dit, Maître Papineau, c'est que c'est super important que la plupart des administrateurs sont bénévoles, même s'ils ont des jetons de présence, c'est du bénévole pareil avec les heures qu'ils font. Là. La scène n'existe plus, je tiens à le préciser, là, mais c'est important. Et là, il y a aussi, le monsieur, il écrit à tout le monde. Il compromet les renseignements personnels. Est-ce que c'est la responsabilité du syndicat de lui indiquer de ne pas écrire aux copropriétaires? Vous perdez votre temps d'écrire à cette personne-là. Okay. Cette personne-là, plus vous allez lui écrire, plus vous allez lui donner des raisons de vous répondre. Alors, vous ne répondez plus, perdez pas votre temps, mais écoutez, ça, c'est un cas où il faut prendre des procédures. Monsieur a le droit de s'exprimer, mais il y a une limite là, à la liberté d'expression et c'est sûrement pas, je pense que la limite, il l'a franchie au nombre de fois et à la durée aussi. En une semaine, il l'a franchi. Exactement. Mes chers avocats, dans le cas de M. Denis, exemple, le copropriétaire, moi je l'ai vécu, je le vis encore, mais ça s'est calmé un petit peu, là, mais un copropriétaire, moi, en dedans de 5 ans, un avocat par année, parce que l'année d'après, il changeait à l'Assemblée, il n'y avait pas le même, probablement qu'il ne voulait plus le représenter. Premièrement, est-ce que, comme pour les administrateurs, quelle est la position qui est donnée à un avocat qui représente un copropriétaire qui est quérulent lors d'une assemblée générale ou extraordinaire, peu importe. Est-ce que le syndicat, parce que je pense que ça arrive à plusieurs autres personnes et les gens qui sont en autonome peuvent se sentir complètement démunis de voir arriver un avocat de la personne qui les harcèle un peu? Bien, premièrement, il faut savoir que le copropriétaire ne peut pas être accompagné d'un avocat à moins que l'avocat ait une procuration. Alors, l'Assemblée des copropriétaires, c'est pour les copropriétaires ou ceux qui ont une procuration d'un copropriétaire. Alors, si à votre assemblée, le copropriétaire arrive avec son avocat
qui n'a pas de procuration, vous expliquez poliment et gentiment à l'avocat qu'il va rester dehors. Deuxièmement, l'avocat, écoutez, doit, en vertu du code de déontologie, là, M. Charbonneau en a fait part tantôt, doit s'adresser aux gens avec respect et pas là pour faire un spectacle. Alors, je pense qu'on peut lui dire, et comme à tout participant d'une assemblée, si à un moment donné, ça vire au cirque, on peut lui dire, maître, où vous sortez, où on vous fait sortir, et vous avez le droit d'appeler les policiers et faire nettoyer la salle. Là. Il n'y a pas de raison qu'un avocat aille faire un cirque. Nous, on intervient souvent, que ce soit pour le syndicat ou pour un copropriétaire, mais il faut rester poli, il faut avoir des propos responsables et raisonnables. On ne va pas là pour enguirlander tous les... C'est pas ça le rôle d'un avocat. Là. Mais quand la personne est représentée par un avocat, elle peut être dans la salle, mais n'a pas le droit de parole ou elle ne peut pas être dans la salle? Elle ne peut pas être dans la salle. C'est une assemblée de copropriétaires ou de représentants. Et si on est représenté, on ne peut pas être là. OK, Mais parfait. est-ce que si le copropriétaire a 2 unités, il peut donner une procuration à l'avocat? Si sa voisine n'y va pas, il peut demander à la voisine de donner une procuration à l'avocat. Mais le principe, là, c'est non, un avocat, on a tout écrit ça dans notre petite guide des assemblées, l'avocat n'a pas le droit plus qu'un autre personne d'être là s'il n'est pas copropriétaire, à moins d'avoir une procuration. Et ultimement, il faut se rappeler que l'Assemblée de copropriétaires, ce n'est pas un tribunal. On n'est pas là pour... oui, il y a de la chicane, il peut y avoir des mésententes, des divergences d'opinion, mais on n'est pas là en train d'essayer de faire un procès et de plaider. On est dans les intérêts communs, on discute de sujets, on fait des votes. Donc, si on devient à faire un procès, mais le président de l'Assemblée doit ramener les gens à l'ordre et ramener à l'ordre du jour, et les échanges doivent se faire respectueusement. Absolument. J'apprécie votre ajout parce qu'une assemblée qui se déroule bien, qui est bien dirigée aussi, et là-dessus, je sais que je connais très bien la réponse de Maître Papineau, c'est les gestionnaires ne devraient pas présider et des fois aussi les administrateurs dans des situations où ils ont quelqu'un qui savent très bien qui va vouloir faire le trouble-fête. C'est une bonne idée peut-être pour M. Denis, qui, soit dit en passant, nous avise que sa copropriété sont à peu près 60. C'est quand même 60, c'est quand même too much d'avoir autant de courriels avec un seul copropriétaire. Là. Non, mais 60, ça permet de payer un avocat. Oui. Et surtout, si on a les bonnes clauses dans notre déclaration, on va récupérer du copropriétaire. Il n'y a pas de raison d'arriver puis de ne pas prendre des procédures contre ce copropriétaire-là. Et je vous dis ça là parce que moi, vous me connaissez, Mme Couture, c'est pas moi qui vais inciter tout le monde à prendre des procédures, mais là, c'est un cas. Ce qui est important aussi, vous savez, vous allez le voir et vous l'avez déjà constaté, je suis certain. Moi, quand on me demande d'aller dans une assemblée, si je sais déjà que le quorum est de 60%, que le conseil a 35% de procuration, l'avocat, quand même, qui irait faire n'importe quel spectacle dans la salle, on perd notre temps là, parce que le vote, on sait déjà le résultat du vote. Alors, un avocat qui va aller faire un spectacle alors qu'il perd son temps parce qu'il n'y a personne qui l'écoute, personne qui le suit, c'est un petit peu malheureux, là, mais ça va démontrer le genre d'avocat qui est là. Exact, exact. Donc, puis aussi, c'est important parce que quand on parle de personnages comme ça intimide beaucoup les gens, il faut le dire, là, les autres qui sont avec, qui vivent ça. Et dans le cas de l'exemple de M. Denis, qui est un exemple parfait pour tout le monde, pour nos discussions ce soir, c'est, à un moment donné, par contre, là, il faut que le syndicat prenne les moyens que ça arrête aussi. Parce que même si on ne répond plus à ses courriels, Maître Papineau, il va être à l'Assemblée. J'imagine qu'il va peut-être continuer de coller des papiers. Je pense que c'est Maître Charbonneau qui a dit tantôt qu'il faut l'empêcher, lui indiquer qu'on ne veut plus ça. Et après ça, on verra si ça va pas changer puis on va devoir aller plus haut.
Et c'est le temps du syndicat, ça donne le temps au syndicat de se préparer justement à mettre le règlement en place s'ils n'en ont pas un dans leur déclaration. Mais il y a une autre chose aussi. Moi, c'est déjà arrivé où ça n'avait plus de sens. L'ordre du jour n'était pas épuisé, mais j'ai dit à tout le monde, écoutez, on a On assez est de épuisé. on ferme, on finira ça une autre journée. Parce qu'on n'est pas obligé d'endurer ça toute la soirée. On n'est pas. Si on ne finit pas une assemblée, là, c'est pas la fin du monde. Mais c'est la fin du monde d'entendre ça toute la soirée. Alors, le président de l'Assemblée peut de lui-même dire, écoutez, messieurs qui dérangez tout le monde, là, voulez-vous sortir? Si vous ne sortez pas, on peut appeler les policiers, mais on sait qu'ils ne viendront pas. Alors, la meilleure façon, c'est qu'on ferme l'Assemblée, puis on la reporte à un autre moment, et ça va peut-être permettre aux gens de calmer leur esprit, là. Absolument. On a une autre question dans le question-réponse de M. Dubreuil. Bonjour à vous trois. Un copropriétaire, ça aussi c'est bien, demande les factures détaillées. Je pense que c'est M. Charbonneau, tantôt on en parlait. Des factures détaillées de toutes les dépenses faites par le syndicat très, très souvent. Il croit qu'on gonfle les factures, qu'on est croche dans le fond. À partir de quand c'est abusif? Est-ce qu'on a un recours pour qu'il arrête? Donc, je me souviens bien, M. Charbonneau, c'est un des critères de quérulence de procéder à des demandes incessantes de toute documentation? C'est une excellente question que vous posez par rapport à... Parce qu'en réalité, ce que vous mentionnez, c'est l'article 1070, la consultation des registres. Il ne faut pas oublier qu'un copropriétaire n'a pas accès à l'intégralité du registre. La loi est précise sur quels documents peuvent être accessibles. Et malheureusement, pour ce copropriétaire-là, il y a une superbe décision, c'est Goudreau, contre le syndicat des copropriétaires, les administrateurs des condos de La Liberté, excusez-moi. Ça mentionne dans cette décision-là que les états financiers sont disponibles, mais pas nécessairement toutes les pièces justificatives. Donc, le copropriétaire n'ira pas demander tous les documents qui ont servi à faire les états financiers pour lui-même faire une vérification jury-comptable. Donc, oui, il peut accéder à certains documents, mais encore une fois, il faut exercer son droit de bonne foi et que le document soit un document qu'il a droit d'avoir accès. Donc, j'ai un certain doute et soulève une certaine réserve quant à demander toutes les factures que le syndicat a payées et va payer. Et cette jurisprudence-là, elle est constante là, depuis longtemps. Un copropriétaire n'a pas le droit à toutes les factures. Tu sais, Canadian Tire, 1,42 $, là, ne demandez pas ça, vous ne l'aurez pas. C'est sûr, si vous demandez des factures pour des travaux de 15 000, c'est peut-être raisonnable, mais la jurisprudence est claire. Vous avez droit aux états financiers, aux factures, gros montant, mais en dehors de ça, c'est tout. Si vous n'êtes pas content d'avoir juste ça, présentez-vous aux élections la prochaine fois. Vous allez avoir le droit de toutes les regarder, les factures, parce qu'il va falloir toutes les payer. Mais généralement, ces gens-là n'ont pas le temps d'être administrateurs parce qu'ils sont trop occupés. Ils sont trop occupés pour être administrateurs, mais pas assez pour envoyer plein de courriels régulièrement. Là-dessus, j'ajouterais que il faut que le copropriétaire qui veut consulter le registre accessible aux copropriétaires, en fait, moi, j'ai un copropriétaire qui est après moi puis il me dit bon, je veux voir le registre. Ben oui, mais quoi du registre? Tout le registre. Ben, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que les gens, je veux dire, vous aviez bien dit, là, les factures, on ne commencera pas à imprimer toutes les patentes qu'on a dans nos ordinateurs maintenant. C'est une demande claire qu'il faut qu'il soit faite au syndicat pour que les administrateurs puissent se préparer en conséquence. C'est pas une partie de pêche qu'on fait là. Il veut voir tout le registre. Le problème, là, Mme Couture, si vous avez un syndicat comme chez nous qui a 35 ans d'existence, ça peut être long, là. Vous allez passer vos vacances là-dessus parce qu'il y a des procès-verbaux chaque année, des factures, des contrats, des opinions juridiques. Ça n'a aucun sens.
Absolument. On met justement à l'écran, Maître Charbonneau, le jugement que vous avez référé, le condo, le Liberté, sur ce que vous venez de jaser avec l'honorable juge Pinsonneau. Donc, là-dessus, on a une autre question aussi. Hop, je n'ai 4 questions dans mon QA, ça ne sera pas long. On avait aussi une question, Madame Linda. Si un copropriétaire se plaint aussi sans vraiment comprendre les règlements, il commence à faire un spectacle et dérange tous. Quel est le recours du syndicat? Donc, je répète la question. Il se plaint beaucoup sans vraiment lui-même comprendre la réglementation et il dérange tout le monde en faisant un spectacle. Donc, ça doit être soit de façon chronique ou durant l'assemblée ou ces choses-là. C'est la même chose, mes chers avocats. Qu'est-ce qu'on recommande à la dame? Si, dans le même ordre d'idée que tantôt, si les communications incessantes viennent entraver la bonne gestion du syndicat, bien, premièrement, on prend les mesures en conséquence si jamais communication envers tout le monde, si on est rendu à troubler la paix lors des assemblées. Mais si on est en assemblée, il y a un président d'assemblée qui a le rôle de remettre à l'ordre les personnes qui font de telles interventions. Je comprends que la personne ne comprend pas les règlements. Si jamais elle introduit un recours devant les tribunaux en se fondant sur sa compréhension erronée, là, le syndicat disposera de moyens, notamment une irrecevabilité, une demande en rejet, pour faire rejeter de façon préliminaire son recours. Mais si on est justement dans le cas une assemblée des communications, mais là, c'est surtout le caractère harcelant, répétitif, qu'on va essayer de cibler plus que les dommages et intérêts pour une demande mal fondée. Le président de l'Assemblée, Mme Couture, moi, souvent, je dis aux gens, ils posent une question, ils ne sont pas heureux de la réponse, ils posent une autre question, je leur dis, regardez là, vous avez posé votre question, la réponse qui a été donnée manifestement ne vous satisfait pas, mais il n'y en aura pas d'autre. Alors, avez-vous une autre question différente, mais ne discutez pas puis n'argumentez pas, c'est pas le forum là. La question est posée, la réponse est donnée, il n'y en aura pas d'autre. Et ça calme les gens souvent et ils arrêtent. Tout à fait. Mais là, je vais rappeler quelque chose qui n'est pas dans notre sujet, mais qui va aider beaucoup les gens. Les administrateurs savent souvent que l'Assemblée va être pas le fun, qui n'auront pas l'espace pour présenter et rendre compte de leur gestion convenablement parce que des gens qui vont déranger, mais ne trouvent pas que c'est, comment je dirais, que le prix d'avoir un avocat comme vous pour présider leur assemblée, puis je travaille aussi avec Carl Michel de votre bureau, tout ça, et c'est que vous allez vous payer une vacance si vous prenez un avocat qui est habitué en copropriété parce que le quérulant va avoir, c'est certain que ça ne sera pas pire. Moi, je pense, là, j'ai jamais vu, ça a toujours été. Plus que ça, Mme Couture, c'est que le quérulant sait qu'il ne pourra pas agir de la même façon s'il y a un avocat d'expérience que s'il y a un administrateur qui ne connaît pas ça. Moi, souvent, j'en ai un qui était venu me voir une journée puis il m'a dit, sais-tu, on a terminé 2 heures avant l'heure qu'on est habitué de terminer. On était 90 dans la salle, ça fait 180 heures que vous avez sauvé aux copropriétaires. Votre taux horaire, dans le fond, il n'est pas cher. Il n'est pas cher, c'est ça. Alors, il faut comprendre ça aussi. Puis, à part de favoriser les honoraires d'avocats, c'est qu'il faut favoriser la présence des copropriétaires. Et les copropriétaires, souvent, ils ne veulent plus y aller dans les assemblées pas le fun. parce que ce n'est pas agréable. Exact. Exact. Alors, c'est pas, et je prêche pas pour ma paroisse, là, peu importe que ce soit un avocat, mais l'important, c'est d'avoir un président d'assemblée qui est capable de tenir la salle. Ça vaut tout ce que vous voulez parce que ça fait la différence entre une assemblée agréable et une désagréable. Mm-hmm. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et si vous avez justement quelqu'un de quérulant dans la salle, vous savez que vous êtes à risque d'une poursuite.
ça serait peut-être une bonne idée d'avoir justement quelqu'un qui connaît les lois et surtout de s'assurer que les décisions sont prises avec les bonnes majorités, avec la bonne, par exemple, la bonne consultation, les bons votes, la bonne procédure requise. Et ainsi, vous allez limiter ou du moins peut-être même éliminer les chances de vous faire poursuivre par la suite. Très bon point. J'avais même pas pensé à ça, M. Charbonneau. On a, je crois, une de mes administratrices d'un de nos syndicats, Mme Lambert. Elle dit, suivant la dernière question, c'est peut-être une question plus haute. Quelles sont les conditions bougez pas, des conditions pour retirer un droit de parole temporaire? Donc, peut-être, Mme Lambert, juste nous préciser, mais admettons que je pense comprendre la question de Mme Lambert, c'est même en assemblée, on va penser que c'est à l'assemblée, faut contrôler les débats. Mais c'est pour ça, moi, ça me surprend quand j'entends les gens dire que ce soit en présentiel ou à distance, ils ne nous laissent pas parler. Ben non, c'est pas une place pour faire des monologues et des discours, c'est une place pour poser des questions, avoir de l'information. Si vous voulez aller là faire autre chose, c'est pas la bonne place. Faites un Alors, vin fromage. et voilà. Les gens souvent disent, quand on a des assemblées à distance, on ne se voit pas, on ne peut pas se parler. Acheter des beignes puis servir du café. Mais une assemblée, ça ne sert pas à ça. Alors, c'est important de comprendre que le président d'assemblée est là pour ça. Il est là pour arrêter les gens quand ça dépasse les bornes et les normes. Il est là, par contre, pas pour empêcher les gens de poser des questions. Je vais vous conter un petit bout de ma vie, Mme Couture. J'ai eu une assemblée un soir où la même personne, lors d'une assemblée de transition, a posé probablement 25 questions. Là, il y en a qui commençaient à être tannés. J'ai dit, non, regardez, tant et aussi longtemps qu'il va poser des questions intelligentes, d'information, et que ça ne sera pas redondant, il a le droit, on est là pour ça. Mais quand quelqu'un va poser 3 fois la même question puis chicaner la réponse, ça, c'est non. C'est le rôle d'un président d'Assemblée. Madame Lambert, désolé, Oui. Madame Lambert précise que oui, c'était en Assemblée générale annuelle. Parfait. Et si je peux me permettre de citer l'avocat émérite Yves Papineau, que je connais très bien, dans son livre Guide des procédures d'Assemblée, vous avez justement un passage qui mentionne les critères dans les situations qu'on doit retirer le droit de parole d'une personne. Il est mentionné lorsque les propos ne figurent pas à l'ordre du jour ou sont irrespectueux, ou dans les cas où il doit limiter le temps également d'une personne qui s'étend de long et en large à ne plus finir. Donc, c'est des situations où le droit de parole peut être retiré. Parfait. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Sarah, on espère avoir répondu à votre question. On a une autre question de Mme Linda. Est-ce qu'un copropriétaire qui se présente à une assemblée générale de copropriétaires et commence à faire une scène sans vraiment connaître tous les règlements et il ne se présente rarement aux assemblées, mais à chaque fois qu'il décide de se présenter, il commence, excusez, ça a changé de bout, il commence à faire un spectacle sans vraiment connaître les faits. Le syndicat, comment doit-on réagir? Je pense, là, je ne voudrais pas faire répéter nos chers avocats, mais madame, je pense que vous avez peut-être besoin d'aide pour au moins une prochaine assemblée pour peut-être venir contrôler le jeu de cette personne-là. Et je pense que Maître Charbonneau vient de donner des points importants en disant il faut contrôler. Et oui, le guide de fonctionnement des assemblées est tellement clair, facile à s'y retrouver. Prenez la chance, votre syndicat, de vous le procurer. Ça va vous aider à aller chercher les réponses. Et c'est Maître Yves Papineau, avocat émérite, et Maître Christine Gagnon, notaire émérite, qui ont produit ce livre. Ça fait la 3e édition, Maître Papineau, ce livre? La 4e est en route. Ah, bravo, bravo, super, mon Dieu. Et je reviens sur le point, Maître Papineau, parce que je veux juste dire, je ne dirai pas ce que vous dites, mais vous avez écrit un article qui va sortir dans le prochain Condo Liaison sur un peu ces points-là de l'Assemblée virtuelle par rapport à...
Oui, parce que les gens, ça m'agace un petit peu, les gens disent que dans les assemblées virtuelles ou à distance, on ne peut pas communiquer avec tout le monde. Dans une assemblée en présence non plus. C'est ça. On n'est pas là pour jaser avec tout le monde, on est là, une assemblée en personne ou à distance, on doit toujours s'adresser au président et le président dirigera les questions. Alors, que l'on soit en présence ou à distance, il n'y a pas plus de jasette avec les voisins. On n'est pas supposé, dans une assemblée en présence, se mettre à parler avec tout le monde. On doit se lever, aller au micro ou prendre la parole, obtenir la permission du président. Il faut qu'il y ait un contrôle des normes, des règles. Autrement, ça ne fonctionne pas, là. Tout à fait. On a Mme Lefebvre, une copropriétaire a déposé une demande en justice pour une infiltration d'eau après avoir perdu sa cause. Elle veut revenir avec une nouvelle demande, mais pour un vice de construction de maintenance avec essentiellement les mêmes faits. Rien n'a changé. Est-ce que le fait de reformuler un litige déjà tranché est considéré comme quérulent? Bonne question, Mme Lefebvre. Écoutez, c'est difficile à répondre parce que peut-être que le juge lui a dit votre recours contre le syndicat n'est pas bon, mais peut-être vous devriez prendre le recours contre l'entrepreneur. Okay. Faudrait, mais une des choses, et Olivier peut lire le petit bout, c'est un plaideur quérulent, c'est quelqu'un qui va, il n'a pas réussi une fois, il va essayer une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, la même chose, alors qu'il a déjà perdu 3 fois avant, là. Okay. Comme mentionné tantôt, le pouvoir-bien être quérulent, c'est un titre qu'on obtient. On peut retenter une deuxième fois, mais pour obtenir le titre de quérulence, la barre est quand même assez élevée parce que là, on devient à restreindre le droit de la personne. Mais dans un cas comme ça, si jamais le dossier est sur les mêmes bases juridiques, mais juste reformulé différemment, mais il y a peut-être l'autorité de la chose jugée qui fait en sorte qu'on ne peut pas repoursuivre la même personne. Donc, c'est du cas par cas. Peut-être que la personne pourrait communiquer avec nous. On pourra l'accompagner, voir s'il y a quelque chose à faire. Merci. Notre déclaration de copropriété indique que le président de l'Assemblée doit être un copropriétaire. Eh bien, on ne pourrait donc pas avoir un avocat pour présider l'Assemblée à moins de modifier notre déclaration en conséquence? Point d'interrogation. Effectivement, mais ce que vous faites, vous l'inscrivez à l'ordre du jour, point numéro 1A, et vous votez la modification du règlement pour que ça puisse être toute personne que l'Assemblée décidera d'élire. Parfait. Un peu comme personne qu'on voit dans les déclarations maintenant, là, toute personne physique, blablabla. Oui. Dans notre copropriété, il était de coutume que le président du CA préside l'Assemblée sans élire un président d'Assemblée. Est-ce une pratique commune, même si la déclaration de copropriété indique que les administrateurs ne peuvent présider l'Assemblée? Ben, sa déclaration dit qu'ils ne peuvent pas et ils ne peuvent pas. Alors, effectivement, c'est une très mauvaise. Vous savez, le président du syndicat, normalement, il doit faire le rapport du conseil, il doit vérifier pendant. Moi, un président de syndicat qui réussit à tout faire là, dans la soirée, là, c'est peut-être pas facile à faire. Ça se peut, mais laissez donc quelqu'un de neutre, quelqu'un de l'externe, comme ça. Vous savez, moi, j'en ai qui disent, ils rencontrent le copropriétaire le lendemain matin, puis il dit, ah, l'avocat a été dur hier soir. Ben, le président, il dit, ouais, vous avez raison, il a été dur. Comme ça ne fait pas de chicane avec les copropriétaires, mais c'est l'administrateur qui nous a demandé d'être plus dur. Alors, cherchez pas des problèmes à tout vouloir faire, économiser de l'argent à tout le monde. Souvent, ça va se retourner contre vous. Tout à fait. Sur ce, il est 19h59. Avec votre expérience tous les deux, quel est le plus grand conseil qu'on peut donner à nos syndicats de copropriété ce soir pour, comment je dirais, peut-être se mettre
d'être bien préparé pour vous faire confronter à des situations comme celle-là. Donc, c'est sûr que de mon côté, ce que je conseillerais, c'est avant d'introduire un recours, assurez-vous d'avoir des fondements juridiques bien fondés. Introduisez pas des recours sur ce que vous pensez, mais vraiment sur ce que le droit prévoit. Parce que vous ne devez pas l'interpréter selon votre bon vouloir, mais selon ce que les tribunaux ont interprété. Écoutez, c'est une question très large. Et peut-être revenir sur ce qu'on a déjà dit. Premièrement, si vous avez affaire à quelqu'un de quérulent ou semblant de quérulence, ne mettez pas d'huile sur le feu. Et deuxièmement, n'attendez pas trop tard. Ces gens-là, ils s'épuisent moins vite que vous, là. Et de dire, je pense à monsieur tantôt, ils sont 60 dans le syndicat, il y en a probablement 59 qui vont être contents de payer un avocat pour arrêter de recevoir des courriels de cette personne-là. Absolument. Alors, prenez les recours nécessaires, arrêtez, vous n'êtes pas obligé d'accepter ça et d'endurer ça. Bien, moi, je terminerai pour renchérir ce que vous venez de dire, c'est consulter donc un bon avocat en copropriété, parce que oui, des avocats, il y en a plein de bons dans tout, mais je pense que c'est une situation où vous allez être gagnant de consulter et de vous faire guider. Par la suite, vous prendrez la décision comme syndicat, mais l'équipe de LJT sont ultra super actifs, très, 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 très réactifs et rapides. Il y a d'autres avocats aussi en copropriété, mais faites-vous conforter, vérifier par des gens qui ont l'habitude de ça et ils vous conseilleront selon votre dossier. Donc, merci à vous tous d'avoir été là. Merci beaucoup, Maître Papineau, d'avoir pris un petit peu de temps pour aider nos copropriétaires et administrateurs à mieux comprendre. Merci, Maître Charbonneau, d'avoir été avec nous. On se reprendra pour une autre web radio n'importe quand. L'invitation est déjà lancée. Condo Stratégiste, le commanditaire de la soirée, ça nous fait plaisir. On a aussi, merci au RGCQ pour l'enseigner de la présence et pour le support technologique. Merci à Gabriel de Condo Légal. On vous invite, on a une activité prévue au RGCQ. Protégez votre bâtiment, préservez votre investissement, les clés du succès. Donc, on vous invite à vous inscrire puisque c'est un défi présentement. L'entretien des bâtiments et les réparations nécessaires, les fonds de prévoyance et tout ça, naturellement, c'est pas toujours facile de démêler tout ça. Donc, vous pouvez vous faire expliquer plusieurs choses intéressantes via ce webinaire. Allez voir sur le site du RGCQ. Vous allez trouver exactement le où, le quand et le comment de cette formation-là. Donc, merci encore à vous tous. Et vous pouvez toujours voir les web radios en rediffusion en allant soit en scannant le QR ici ou en allant sur Condo Légal et indiquer les sujets qui vous intéressent. Vous allez avoir les fiches pratiques, les web radios, etc. et beaucoup d'informations. Donc, on se revoit bientôt pour la web radio du 4 juin, comment choisir un bon gestionnaire. Alors, mes invités restent à confirmer. Mais on a discuté, et je l'annonce, Maître Papineau, on va revenir avec la date, mais on va faire une web radio spéciale sur des discussions sur un potentiel tribunal de la copropriété. Est-ce que je peux l'appeler comme ça? Ça serait le bon nom. Parfait. Alors, on va chers auditeurs et auditrices, on va vous informer de la date de cette prochaine web radio-là aussi. Alors, merci encore à vous et bonne fin de soirée à tous. Merci, bonne fin de soirée. Bonne soirée.